À la question, est-ce qu'il est possible d'être au bloc opératoire le matin, d'opérer une femme atteinte du cancer du sein et d'être le soir même sur le plateau de l'émission La France a un incroyable talent en finale sur M6, est-ce que c'est possible? La réponse est oui, à une condition quand même, c'est d'être le docteur Aïcha Ndoye. Bonjour Aïcha, bonjour docteur. Merci de vous installer, merci d'avoir accepté l'invitation de Ben Vivo. Vous êtes à la Polyclinique Bordeaux-Nord, chirurgienne, gynécologue, avec une surspécialité en chirurgie cancérologie. Et donc, avec les soignantes, vous avez fait la finale d'M6, La France a un incroyable talent, puisque la passion de toujours, c'est la chanson. On disait même dans la famille, mais sans doute avec beaucoup de bienveillance, fais médecine et si ça ne marche pas, tu seras chanteuse. Du coup, l'objectif, c'était quoi? C'était de rater médecine? Oui. C'était clairement l'objectif. Non, c'est pas vrai. J'ai toujours voulu être médecin, mais c'est vrai que j'avais en arrière-pensée que si j'échouais, de toute façon, je recommencerais pas et que j'irais sur une carrière musicale. Voilà. Et vous avez accédé à la notoriété en quelque sorte avec une vidéo qui est vite devenue virale, une vidéo de 3 minutes 44 sur une chanson d'Alicia Keys, si ma mémoire est bonne, où vous accompagnez au bloc opératoire une patiente qui résiste un peu, si j'ose le dire ainsi, à l'anesthésie, mais on va en reparler dans quelques minutes. Sur la bienveillance, est-ce que votre parcours, des interviews que j'ai pu lire de vous, Aïcha, c'est pas forcément un parcours qui est pavé de bienveillance. Il y a beaucoup de remarques, de stéréotypes qu'il a fallu vaincre. Oui, c'est sûr que c'est jamais simple ce type d'études et encore plus quand on est une femme. C'est pas. Il est arrivé plusieurs fois que je ne sois pas prise au sérieux et qu'on me prenne pour l'étudiante ou la SH alors que j'étais la chef de clinique qui venait avec mes étudiants et on s'adressait à mes élèves pensant que de toute façon c'était pas pensable que je sois la chef, donc c'est vrai que ça arrivait plusieurs fois. Après, je ne sais pas si c'est un manque de bienveillance ou c'est juste des stéréotypes qui sont ancrés, qui font que on reste quand même dans cette idée que chacun doit avoir une place définie, alors que c'est pas du tout le cas. Quand même, quand vous étiez interne, vous dites pendant mon internat, quand j'étais à côté d'un confrère homme, les patients ne me regardaient même pas. Finalement, j'avais tout contre moi et je vous cite, j'étais une femme noire en surpoids et donc personne finalement ne me calculait, quoi. Oui, c'est vrai. C'est vrai, effectivement, j'accumule pas mal de je vous cite, hein. C'est vrai, j'ai même oublié que j'avais dit ça. Mais c'est pourtant la vérité. Donc c'est vrai que c'était pas très simple, mais ça m'a forgé en fait. Ça m'a poussé à aller toujours plus loin, à travailler davantage et à essayer d'être toujours dans les meilleurs pour y arriver. Et je regrette pas du tout cette époque parce que ça fait aujourd'hui ce que je suis. Et comment on en arrive à la bienveillance alors? Parce qu'on parle là de l'humanité au service du soin. Le soin, vous le prodiguez tous les jours. Vous étiez encore en consultation ce matin à Bordeaux-Nord. Comment vous en arrivez à la bienveillance, vous? Quand je commence mes études, je me dis waouh, c'est quand même violent. C'est très bien. Enfin, moi, j'ai fait médecine vraiment pour l'humain. Et en fait, quand je suis rentrée dans mes études de médecine, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de gestes techniques, beaucoup de choses très protocolisées. Et finalement, je perdais un peu ce côté humanité, entraide. Je le retrouvais pas forcément tout le temps parce que les conditions de travail étaient difficiles. On n'avait pas beaucoup de temps, on n'avait pas beaucoup de moyens. Et en fait, je me suis dit que ça allait pas. C'est pas comme ça que je voulais pratiquer ma médecine. En tout cas, je voulais apporter ma pierre à l'édifice, apporter de ma personne. Et puis après, c'est venu par le chant. Oui, le chant, ça, on va en reparler. Est-ce que la bienveillance, c'est quelque chose qui vous a toujours accompagné? Je veux dire, est-ce que Aïcha, à l'école primaire, elle était attentive aux camarades de classe ou c'est arrivé avec la profession de médecin? Non, c'était là avant. Je détestais voir quelqu'un seul. Il fallait toujours que j'aille aider les gens. J'aimais pas qu'on s'en prenne aux autres enfants. Donc, ça a toujours été en moi. Et en fait, c'était logique que j'apporte ma personnalité dans mon métier. Le métier de médecin, l'univers du soin, quand on parle de la bienveillance, on l'oppose souvent aux moyens financiers, matériels, humains. Quel message vous pouvez porter par rapport à cela? Est-ce que forcément, quand on manque de moyens, quelque part, on ne peut pas être dans la bienveillance?
Ce que je répondrais, c'est que effectivement, les manques de moyens sont là. Il faut pas le nier. C'est un fait, c'est une réalité. Mais ça ne doit pas faire perdre de vue l'objet de notre présence, l'objet de ce pourquoi on travaille au quotidien. Et encore une fois, je reviens toujours à la même notion qui est l'être humain. Et en fait, manquer de moyens, effectivement, on dit souvent qu'on n'a pas de moyens, on n'a pas de temps, donc on n'a pas le temps d'être bienveillant. Et finalement, moi, dans mon activité, par exemple, je fais de la chirurgie où on est vraiment tenu par le temps. C'est vraiment faut vraiment respecter le temps. Et je me suis dit, dans une journée, je vais opérer en fonction de ce que je fais, peut-être 5 patientes. Je vais prendre 2 minutes par patiente pour chanter. Ça prend 10 minutes dans la journée. 10 minutes. Finalement, le temps, on le trouve. Alors peut-être pas autant qu'on le voudrait, j'aimerais bien avoir beaucoup plus de temps pour plus discuter avec les patientes. Quand je fais des annonces de cancer, par exemple, j'aimerais avoir ce temps-là. Je ne l'ai pas forcément, mais c'est pas pour autant que la bienveillance ne doit pas être au centre de la consultation, de la discussion. Et en fait, moi, ça vient par la musique, par le chant, mais ça peut juste être discuter, poser une main, sourire, s'intéresser à la personne, et rien que ça, ça fait du bien aux patients, ça fait du bien aux soignants, et ça améliore en tout cas les conditions de travail. C'est avant tout une philosophie plus qu'une question matérielle ou même temporelle. Ouais. Hein, comme ça que vous le dites. Est-ce qu'on pourrait vous objecter que vous êtes dans une polyclinique privée et opposé aux difficultés que peut rencontrer la santé publique? Vous pouvez me dire que dans le privé aussi, c'est peut-être encore plus compliqué d'avoir le temps? Ah oui, clairement. Alors moi, j'ai vu des fois dans les réseaux sociaux, parce que je regarde quand même un peu, j'ai vu des petits commentaires de personnes qui disaient de toute façon, elle a le temps, elle est dans le privé, forcément elle a le temps de chanter. Mais en fait, pas du tout. Au contraire, j'avais beaucoup plus le temps de le faire quand j'étais à l'hôpital public que dans le privé, parce qu'au privé, c'est vraiment, comme je vous disais, il faut enchaîner, il faut tenir le temps. Tout est monnayé. Donc, 1 minute, c'est 1 minute de perdu. Donc, c'est vrai que c'est beaucoup moins facile dans mon secteur d'activité, mais pour autant, je me permets de le faire et je pense que ça me fait gagner du temps finalement. Parce qu'une patiente, je parle toujours de patiente parce que j'opère quasiment que des femmes, une patiente qui s'endort bien se réveille mieux, elle passe moins de temps en salle de réveil, sa récupération est plus facile. Donc forcément, finalement, c'est du temps qui est gagné. Donc la réflexion n'est pas bonne quand on se dit je perds du temps pour chanter. Finalement, on gagne énormément de temps derrière et c'est beaucoup plus rentable au final. Donc le calcul n'est vraiment pas bon. Mais souvent c'est comme ça, on calcule pas dans le bon sens et c'est dommage. C'est vraiment dommage parce que c'est très simple finalement. Vous parlez de patiente, même si c'est vrai, on peut profiter pour le dire. Il y a le cancer du sein existe chez les hommes. C'est très rare, mais il existe chez les hommes. Hein. Oui, tout à fait. Le cancer existe chez les hommes. D'ailleurs, j'opère quelques hommes. Et c'est important, et on n'en parle pas assez. Mais c'est important de le savoir. Ouais. Donc, même les hommes doivent se palper. Et voilà, et on va parler de la palpation aussi avec une association à laquelle vous êtes très attaché, qui est Keep a Breast. Comment arrive alors ce moment de chant, qui est le moment qui va vous amener sur le plateau de l'émission La France a un incroyable talent. Au départ, vous êtes au bloc et c'est une patiente qui a un niveau de stress tel que votre confrère anesthésiste n'arrive pas à l'endormir? Oui, et j'étais interne à l'époque, avec une soif d'apprendre, une envie d'apprendre à opérer. Et quand je l'ai fait, je ne connaissais pas la musicothérapie, je ne connaissais pas du tout les bienfaits de la musique. C'était vraiment instinctif, ça a été très simple. Ça a été, moi, pour que je dorme. Quand j'étais petite, ma mère me chantait des berceuses. La patiente ne dort pas, on ne peut pas l'opérer, je vais lui chanter une berceuse. C'était aussi simple que ça. Et j'ai dit à l'anesthésiste, ça l'a bien fait rire. Et elle m'a dit, bon, on a appris que tu chantais en dehors, donc ça va nous faire plaisir de t'entendre. Vas-y, viens. Donc je me suis mise à chanter, mais vraiment, c'était... Je savais même pas dans quoi je m'embarquais à ce moment-là. Donc je me suis mise à chanter. La patiente s'est totalement... je pense qu'elle était étonnée d'entendre ça au bloc. En même temps, elle trouvait ça bon. Donc elle a arrêté de bouger et puis elle a donné son bras à l'anesthésiste qui l'a perfusée et endormie. Donc elle s'est endormie comme ça au son de ma voix. Et à ce moment-là, on s'est dit qu'on tenait quelque chose. Donc on a continué à le faire avec cet anesthésiste-là. Donc sur des opérations, puis ensuite sur des accouchements et des fois en consultation, des patientes qui ont par exemple subi des violences et qui n'ont pas vu le gynécologue depuis longtemps parce qu'elles ont une grosse appréhension. À ce moment-là, on se met toujours dans ces conditions-là, musique tamisée, je mets de la musique, je chante et ça se passe toujours très bien.
Et voilà, maintenant, ça fait partie de mon activité au quotidien. D'accord, donc c'est-à-dire ce qui s'est passé là pendant votre internat, qui était absolument pas prévu, qui était dans aucun protocole. C'est ça, hein, on est bien d'accord. Maintenant, c'est quelque chose que vous faites de façon régulière, au point même peut-être que les anesthésistes vous le demandent? Oui, je le fais régulièrement. Alors, je vous avoue, au début, il y avait cette anesthésiste-là particulière qui était ouverte et qui m'a poussé à le faire, mais c'était pas le cas de tout le monde. Très souvent, on me prenait un peu pour une petite illuminée, la petite interne qui se met à chanter. Pourquoi est-ce qu'elle fait ça? On m'a des fois demandé de ne pas le faire. Et puis après, au fur et à mesure, les gens se sont rendus compte que ça marchait. Et donc maintenant, c'est devenu, en tout cas, c'est accepté par mes confrères et consoeurs. Et ça m'arrive effectivement des fois d'être appelée par des anesthésistes pour d'autres patients que je ne connais pas, qui sont en difficulté, parce que c'est jamais simple de se faire opérer. Et je viens pour chanter à ce moment-là. Et est-ce que d'autres, à votre connaissance, d'autres praticiennes, d'autres chirurgiennes, ça se fait ailleurs ou ça reste encore unique à la Polyclinique de Bordeaux-Nord? Dans ma clinique, je suis la seule. Oui. Après, j'ai une fois conversé avec une anesthésiste qui m'a dit qu'elle le faisait aussi. Alors après, la musique et la chanson, ça existe dans le milieu médical. Hein, je suis pas la seule à le faire. D'ailleurs, j'ai rencontré hier un confrère qui travaille à Pau et les soignants qui chantent pour les enfants néonats. Je trouve ça magnifique et il faudra absolument que j'aille voir ça. Mais je pense qu'il y a une place pour ça. Il y a une place, il faut la trouver, mais je pense qu'on tient quelque chose. Voilà. Je vais vous donner la parole dans un instant pour que vous posiez vos questions au docteur Aïcha Ndoye, mais juste un dernier mot quand même sur ce passage du coup à la finale de La France a un incroyable talent. Le passer du bloc opératoire à un plateau de télé, ça paraît tellement deux mondes complètement opposés. Vous vous êtes senti bien dans les deux, et qu'avez-vous découvert dans le second peut-être? Comment vous avez vécu ça? Initialement, je voulais pas le faire. Parce que quand ils m'ont contacté, c'était pour venir seule chanter sur scène. Je leur ai dit, mais en fait, des chanteurs, il y en a plein. Je vois pas où est le talent. Enfin, voilà. Sauf si je venais avec une patiente, mais bon, si je chantais sur scène avec la patiente qui s'endormait derrière, ça aurait été compliqué. Niveau asepsie, c'était pas forcément bien. Et donc, du coup, j'ai refusé. Et finalement, je l'ai fait avec mon groupe qui s'appelle Les Soignantes, qu'on a créé entre-temps, avec 2 autres collègues qui sont soignantes et chanteuses également. Et du coup, pour moi, ça avait plus de sens. À ce moment-là, ce qu'on voulait, c'était ramener de la bienveillance dans le monde médical, montrer qu'en fait, les patients n'étaient pas des numéros, parce que souvent, on entend que, oui, quand on va à l'hôpital, on est des numéros, on nous traite pas bien. Donc, je voulais montrer aussi aux patients qu'il y avait des initiatives qui existaient et que ça nous tenait à cœur d'apporter de l'humanité dans le soin, et montrer aussi à d'autres soignants aussi qui peuvent se dire, en fait, on n'a pas le temps, qui sont totalement désemparés par le manque de moyens et qui désertent le système de santé, de leur dire que finalement, il y a des choses belles dans ce qu'on fait. Et c'est pour ça que j'ai accepté de faire l'émission. Et honnêtement, on pensait faire un seul passage et délivrer notre message et partir. Et finalement, on allait jusqu'en finale. Et ça a été une très, très belle expérience parce que j'ai découvert un autre monde que je rêvais de ce monde-là quand j'étais plus jeune. Bon, maintenant, c'est plus forcément le cas. Mais c'était une belle expérience et pouvoir parler de ça. Et puis, ça a donné un élan de solidarité avec les soignants. Il y avait plein d'aides-soignantes qui disaient, on est trop contentes, on parle de nous à la télé, nous aussi, on va chanter, même si on chante pas bien. Donc, c'était une belle époque. C'était super sympa. Et alors, pour boucler la boucle, on a commencé avec ces regards qui ne se portaient pas sur vous. Lorsque vous étiez interne de médecine, on regardait plutôt le confrère homme avec cette notoriété, cette exposition médiatique. Là, les regards ont dû changer, du coup. Ouais, ils ont changé. Alors, je sais pas si c'est bien ou pas. C'est bien ou pas, je sais pas. C'est particulier. Après, moi, je suis de nature très, très timide, et donc souvent, j'essaie de passer un peu inaperçu. Donc maintenant, c'est un peu plus compliqué. C'est vrai que quand j'arrive à la clinique, je vois en salle d'attente les gens dire, c'est elle chante. Donc, voilà, c'est comme ça, le monde est comme ça tourne. Mais la boucle a été bouclée en tous les cas. Alors, vos questions, on peut vous amener un micro, questions, vos témoignages. Voilà, on a des mains qui se lèvent devant, s'il vous plaît. Alors,
Je vais vous demander de bien vouloir, si vous le pouvez, vous lever pour poser votre question et vous présenter. Alors, parce que pour le streaming et voilà, oui, on va vous donner un micro. Donc, merci de vous présenter. Bonjour, soyez la bienvenue. Bonjour, moi je suis Armelle et je travaille à Ketch. Voilà, donc enchantée. J'ai une petite question par rapport à l'hypnose. Je sais que ça se développe beaucoup à l'hôpital dans le cadre d'anesthésie. Est-ce qu'on peut faire un lien? Est-ce qu'il y a un avenir, hypnose-chant, etc. Voilà, une question un peu large. Merci. Bonne question. Oui, il y a beaucoup d'hypnose. Il y a beaucoup de gens qui font des DU d'hypnose et qui finalement n'ont pas forcément le temps de l'utiliser. Et je pense que ça s'apparente un peu à ça. C'est un peu de la focalisation, hein. Ce qui fait que ça s'y apparente un peu. Alors c'est moins profond que l'hypnose. L'hypnose, des fois, on peut faire des chirurgies sous hypnose, alors que mon champ ne permet pas d'opérer sans une petite anesthésie quand même, mais je pense que c'est un peu de l'ordre des mêmes systèmes, hein. C'est tout ce qui est cérébral et c'est un peu de l'hypnose parce que ça permet de focaliser l'attention de la patiente tout simplement. Alors franchement, je chanterais Tata Yo-Yo, ce serait la même chose, hein. C'est juste voilà, c'est juste le fait de focaliser l'attention. Ouais, et de rassurer. Hein. Vous avez dit, moi, cette patiente, elle était agitée. La première fois que vous l'avez fait, ça m'a rappelé peut-être des situations quand ma maman me chantait des berceuses quand j'étais petite. Donc voilà, quelque chose qui est très rassurant. Et mine de rien, je ne sais pas si vous êtes déjà passé au bloc opératoire. Quand on est au bloc, il y a beaucoup de bruit. Il y a le moniteur, il y a les infirmières qui ouvrent les champs. Il y a beaucoup de bruit et c'est très stressant, c'est hyper stressant. Et en fait, moi, le fait bon, déjà, je demande qu'il y ait un peu moins de bruit quand on endort les patientes. Mais moi, je me mets à côté de la patiente, je lui tiens la main et je la regarde dans les yeux. Et en fait, rien que ça lui permet d'oublier tout ce qu'il y a autour. Et donc, ça s'apparente un peu à de l'hypnose. Et un regard bienveillant surtout. Il y avait une question, je crois aussi. Monsieur, bonjour. Oui, bonjour. Donc moi, je suis Lionel. Donc je fais partie de l'équipe des bénévoles à l'action, donc qui donne un coup de main par rapport à l'organisation de cette belle manifestation. Et merci. Et nous sommes une vingtaine à peu près dans ce cas-là. Donc ma question, c'était de savoir quelle était la position de votre hiérarchie par rapport à cette expérience un petit peu particulière. Très bonne question. Alors j'ai 2 expériences de mes hiérarchies. J'ai travaillé donc avant d'être dans le privé dans un hôpital public. C'était pas à Bordeaux. Mes supérieurs le savaient. Mais essayer de ne pas forcément y prêter attention. Il n'y avait pas du tout ça, on ne me l'interdisait pas, mais on m'y encourageait pas non plus. Donc c'était voilà, ça passait comme ça. J'arrivais à le faire de temps en temps, mais sans plus. Quand je suis arrivée dans le privé, l'histoire c'est que ça a été médiatisé, pas de mon fait du tout. C'est du directeur de la clinique qui, quand a appris que je faisais ça, a trouvé dommage que je garde cette expérience pour moi, alors que moi j'avais plutôt tendance à le faire de mon côté et je l'aurais jamais publié par exemple, ça m'est jamais traversé l'esprit. Et en fait la hiérarchie à ce moment-là a pris le dessus et m'a dit ça, il faut le publier, il faut que ça se sache, il faut que d'autres personnes le fassent, et c'est eux qui ont décidé, avec mon accord bien sûr, de publier cette vidéo. Alors ça aurait pu ne pas être le cas. J'ai eu de la chance de tomber sur quelqu'un de très bienveillant justement envers ses équipes et envers les patients. Donc voilà, c'est une chance. Autre question ou témoignage? N'hésitez pas. On va vous amener le micro, Madame devant, s'il vous plaît. Non, mais c'est pour l'enregistrement. Pardon de vous imposer cet exercice et je vous en remercie. Bonjour, Madame. Bonjour. Isabelle, je travaille à Kedge aussi. J'éprouve toujours une grande admiration et beaucoup de joie aussi de rencontrer des personnes qui ont en elles cette volonté, ce potentiel de pouvoir améliorer le bien de certaines personnes. Donc, merci beaucoup pour ça. Merci. Et j'ai une question aussi. Vous leur chantez quoi ? Alors, pas Tata Yo-Yo. Pas Tata Yo-Yo. Quoique, une fois, pour rigoler, je l'ai fait avec une patiente parce que c'était un petit... qu'est-ce que je leur chante ? C'était l'endormie. Elle s'est endormie, oui. Elle s'est endormie en souriant. Donc c'était sympa. Qu'est-ce que je chante ? Alors, au début, je chantais plutôt ce que moi j'aime, mon répertoire. Je chante souvent des chansons. Je suis issue de la culture un peu soul, jazz, et je chante plutôt de ça. Et au fur et à mesure, j'ai adapté mes chansons en voyant un peu comment les patientes s'endormaient, comment elles réagissaient, et souvent des chansons douces.
C'est pas du hard rock, c'est vraiment des chansons assez douces. Elles sont choisies aussi par rapport à l'état d'esprit de la patiente. Je m'explique. C'est des patientes que souvent j'opère plusieurs fois. Et donc que je connais très bien finalement. Et donc j'arrive quand même à cerner un peu ce qui pourrait leur faire plaisir. Et aussi, je chante aussi sur demande. Il y a des patientes qui me demandent en consultation ce que je dois chanter, ce que je veux chanter. Alors, pour faire un petit top 5, top 3 des chansons que je chante, c'est du Alicia Keys, du Beyoncé, du Aznavour, ça marche très très bien. La Bohème, patiente de plus de 60 ans, 65 ans, je tape sur un La Bohème et ça marche toujours. Je vous en prie. Une autre question. Allez-y, n'hésitez pas. Moi, je voudrais juste parler vous êtes aussi membre du conseil d'administration de Keep Abreast, qui est une association très très importante, parce que le chiffre, vous allez me reprendre, docteur, si je me trompe, je pense qu'une femme sur 8 sera concernée par le cancer du sein, hein, c'est cela. Ouais. Et cette association, elle milite pour la prévention, parce que quand il y a de la prévention, les chances de guérison sont multipliées de façon très importante. Exactement. Alors c'est une association qui est très ancienne, qui est née aux États-Unis, donc qui s'appelle Keep Abreast. Donc je suis membre de la branche française de cette association, et en fait on prône l'autopalpation. Il faut savoir que la couverture de dépistage en France est très très mauvaise. On est très peu nombreuses, pas assez en tout cas, à faire nos mammographies régulièrement. La mammographie commence à 50 ans dans le dépistage organisé, de 50 à 74 ans tous les 2 ans, mais avant, le cancer du sein existe. Il y a beaucoup de cancers qui existent chez la femme jeune, et donc le moyen que l'on a pour se surveiller, c'est de s'autopalper. Et l'autopalpation, c'est un moyen de prévention qui est très simple et qui est très bienveillant en fait. C'est d'être bienveillant avec son corps, c'est le connaître tout simplement. Donc apprendre à se palper régulièrement, c'est se connaître et savoir si jamais quelque chose de nouveau apparaît. On le sait assez facilement, assez rapidement, et on peut aller consulter. Et le cancer du sein, c'est un cancer qui se traite très bien quand il est pris en charge précocement. Donc du coup, c'est une association où on a une application, donc ça marche très bien chez les jeunes filles parce qu'on est dans l'ère de tout ce qui est informatique, les applications digitales, voilà. Et donc il y a une application qui fait un rappel tous les mois, qui montre comment s'autopalper et quand on palpe quelque chose, ce qu'il faut faire. Donc voilà. Voilà, et ça marche quel que soit l'âge, hein, ceci dit. Mais quel que soit l'âge, bien sûr. Effectivement, pour les parents, ça peut être un très bon moyen, les papas, les mamans, de dire aux jeunes femmes comment se surveiller. Ouais, il faut le faire le plus tôt possible. Moi, quand je fais des interventions, par exemple dans les collèges, ça m'arrive, je leur dis on me demande souvent à partir de quel âge il faut s'autopalper. En fait, pour moi, c'est comme se brosser les dents, c'est la même chose. Dès qu'on commence à rentrer dans l'adolescence, c'est à ce moment-là qu'il faut le faire. C'est pas quand on a 60 ans qu'on apprend à le faire. Il faut le faire très tôt, il faut que ça rentre dans les mœurs. Et voilà, donc les parents, les copains, les petits copains, les maris, tout le monde peut y être sensibilisé. Et très souvent, d'ailleurs, les cancers du sein sont découverts par les conjoints. Donc c'est eux qui on peut palper. Et du coup, il y a beaucoup de cancers qui sont découverts comme ça. Et là, on n'a pas besoin de l'application forcément. Non. On dit pas, attends, chérie, je regarde Keep Abreast. Ah oui, ben non. Mais enfin voilà, mais parce que c'est pas toujours simple d'en parler en famille. Et je trouve que pour ça, l'application vraiment, et c'est pour ça que j'amène sur la parentalité, notamment pour les papas. Hein, quand on a des jeunes filles, c'est peut-être un peu moins simple encore, en situation monoparentale a fortiori. Donc vraiment, Keep Abreast pour télécharger l'appli. Keep Abreast, c'est gratuit. Et c'est gratuit. Une autre question, s'il vous plaît. Non. L'aventure des soignantes, elle continue. On peut en dire quelques mots aussi, puisque vous serez le 15 février, au lendemain de la Saint-Valentin, sur la scène du Casino Barrière de Bordeaux. C'est l'envie de l'adolescente Aïcha qui se combine à la passion de la docteure de continuer cette aventure. Ouais, c'est fou. Comme quoi, il faut jamais perdre espoir, parce que moi, franchement, j'avais mis ça de côté et c'est revenu dans ma vie comme ça. Oui, donc l'aventure des soignantes se poursuit, on fait des concerts et en fait, le but est de récolter des fonds. Donc, on a fait un album aussi qui s'appelle Les Voix du Cœur et en fait, les bénéfices et de l'album et des concerts sont reversés à la Fondation de France, donc une branche qui s'occupe de l'humanisation des soins et donc c'est des fonds qui sont relevés pour améliorer les conditions de travail des soignants.
Que ce soit pour la médecine ou pour la chanson, il y a un mantra un peu que vous avez. Vous dites que la clé de la réussite, elle est dans la répétition. Il faut faire souvent les choses pour bien les faire. Ouais, tout à fait. Et c'est partout, dans tous les domaines pareil. Hein. Ce qu'on fait souvent, on le fait bien. Ce qu'on fait pas souvent, on finit par perdre la main en tout cas. Et donc, on continue de travailler, de chanter. On fait un peu de tout pour continuer à bien faire les choses. Et les répéter. Est-ce que vous avez une question avant que j'ai, parce que moi j'en ai une dernière pour le docteur. Donc, est-ce que vous voulez prendre la parole une dernière fois? Non. Madame, voilà, on va vous amener le micro. Merci, madame, donc pour l'enregistrement de vous présenter. Bonjour, soyez la bienvenue. Oui, bonjour, je suis Muriel Lacroix, je fais partie de l'AFNOR. Moi, je ne regarde pas Incroyable Talent, je ne vous connaissais pas, je suis ravie de vous découvrir, vos compétences. Et j'aimerais bien découvrir justement votre voix. C'est possible? Merci, parce que j'osais pas, perso. Marrant. Alors, attention, ne vous endormez pas du coup. Vous me coupez, c'est exactement ce que j'allais dire. Pardon, Aïcha, pardon. S'il vous plaît, ne vous endormez pas. Je vais vous chanter un tout petit bout d'une chanson que je chante souvent aux patientes qu'elles aiment bien. Elle s'appelle Just the Two of Us. I see the crystal raindrops fall, and the beauty of it all is when the sun comes shining through, yeah. To make those rainbows in my mind, when I think of you somehow, I wanna spend some time with you. Just the two of us, we can make it if we try, just the two of us. You and I, just the two of us, building castles in the sky, just the two of us, you and I. Merci. Eh bien, merci beaucoup, madame, parce que j'en rêvais. Je me dis non, quand même, je vais pas oser lui demander. Donc, merci beaucoup. Est-ce que quelqu'un veut poser une autre question que je n'osais pas poser? Ah voilà, très bien. Madame qui a levez un peu plus la main, madame, s'il vous plaît, pour qu'on puisse bien vous voir et vous amener le micro. Et ensuite, Aïcha, pour que vous puissiez vous préparer. Comme tous les intervenants de cette journée, il y aura un livre blanc ensuite. Et je vous demanderai si vous avez une recommandation bienveillante à donner aux décideurs de votre secteur d'activité ou aux décideurs politiques. Vous avez un instant pour y réfléchir, le temps de la question de madame. Bonjour. Oui, bonjour, merci. Moi, je suis Sophia Gavo, j'accompagne Mossi Traoré dans son aventure. La question que je posais, elle est petit peu plus sérieuse. Est-ce que vous avez réfléchi à la question d'élargir un petit peu les impacts, la question de l'étude? Est-ce que le fait que moi je vais chanter va avoir un impact, lequel, comment, pour améliorer les pratiques et justement pour peut-être disséminer un peu plus cette pratique auprès du corps médical et montrer son effet, parce que vous savez très bien que c'est par la preuve qu'on apporte aussi, qu'on peut développer d'autres pratiques et qu'on peut être plus innovant. Voilà. Très bonne question que je me pose depuis quelque temps et je ne savais pas trop comment aborder cette étude, parce que effectivement il faut le prouver. Alors il y a beaucoup d'études sur la musicothérapie qui existent. Le fait d'écouter de la musique au moment de l'endormissement, ça a été prouvé que ça marchait. Sur la consommation des anesthésiants, sur le réveil, sur le vécu et sur la durée d'hospitalisation. Donc ça a été prouvé. Là, la particularité, c'est qu'au lieu de mettre de la musique, j'utilise ma voix. Donc, j'ai réfléchi à comment prouver, parce que c'est facile de dire ça marche, mais voilà, il faut le prouver. Et donc, on est en train de discuter un peu avec nos équipes et le bureau de recherche clinique de la clinique pour monter une étude. Alors, ce qui était compliqué, c'est que ce ne soit pas biaisé, parce qu'en fait, si on veut faire une étude qui tienne la route, le meilleur moyen aurait été de faire une étude en double aveugle, c'est-à-dire que la patiente ne sache pas que je chante et qu'on choisisse au hasard, je chante, je ne chante pas. Sauf que au moment où je vais chanter, la patiente saura que j'ai chanté. D'accord? Donc du coup, c'est biaisé. Ce qui fait que finalement, ce qu'on va étudier, c'est le vécu,
Les anesthésistes aussi sont d'accord maintenant pour lancer cette étude parce que je peux pas la faire toute seule. Il faut qu'ils soient d'accord, qu'ils adhèrent, ce qui est maintenant le cas. Donc du coup, on va la lancer là dans 2-3 mois normalement. Ce sera une étude prospective pour essayer de prouver le vécu, la consommation des anesthésiants. Un peu la même chose qui a été prouvée sur la musique, mais cette fois sur la voix. Voilà. Merci. D'autres questions, madame? Et vous voyez, c'est en route. Quelles recommandations bienveillantes pour le livre blanc de Ben Vivot vous pourriez donner aux décideurs politiques ou aux décideurs de votre secteur d'activité, pour le moins? La recommandation que je pourrais donner au ministère de la Santé, ça serait de prendre en compte la qualité de travail des soignants. Parce que un soignant qui est bien, soigne bien. Vous le voyez bien, souvent ce qu'on dit, c'est qu'on n'a pas le temps, on n'a pas les moyens. Et en fait, finalement, il y a plein de soignants qui désertent le secteur médical et c'est vraiment dommage parce que ils ne se sentent pas bien dans leur travail, ils ne sont pas soutenus, ils ne se sentent pas aidés. Et je pense que en fait, si déjà on arrivait à fidéliser les soignants qui sont déjà présents, on arriverait à améliorer les conditions, la santé des Français finalement. Et en fait, une société qui avance, qui va bien, c'est une société qui est en bonne santé. On est en bonne santé, on travaille, donc ça marche sur l'économie. Donc finalement, comme je disais tout à l'heure, souvent les calculs ne sont pas bons, ils sont pris à l'envers. Si on travaillait sur la santé des soignants, puis la santé de la population générale, notre société irait beaucoup mieux. Merci beaucoup. Je demande d'applaudir à Aïcha Ndoye, le docteur Aïcha Ndoye. Merci. Un grand merci à vous qui étiez dans l'amphi ici à Catch Business School. Je salue celles et ceux qui nous suivaient également en distanciel. Et je vous souhaite une bonne continuation, mesdames, messieurs, pour ce 2e sommet de la bienveillance ici à Catch Business School. Très bel après-midi à vous. Merci. Au revoir, merci.